On l'appelait la panthère noire de Dubaï. Chanel. Véritable légende vivante sur les réseaux sociaux. Originaire d'Afrique centrale, elle avait quitté Kinshasa à l'âge de 19 ans, une simple valise en main, des rêves de gloire plein le cœur, et une ambition plus affûtée que toutes les armes de ce monde. À 25 ans à peine, elle était devenue l'une des femmes les plus admirées et les plus enviées du continent. Chaque photo d'elle ressemblait à une affiche de film. Chanel posant devant une Rolls-Royce noire, sur le toit d'un building à Dubaï. Chanel allongée sur un lit couvert de billets. Chanel en robe de mariée Chanel, à côté d'un homme flouté, dans un avion privé. Ses stories Instagram affolaient les compteurs. Plus de 8 millions d'abonnés suivaient ses moindres mouvements. Ses collaborations avec les marques lui rapportaient des centaines de milliers de dollars. Mais derrière cette image de perfection, il y avait une douleur invisible, une tension constante, une guerre silencieuse que personne ne voyait. Car Chanel n'était pas née riche. Elle avait grandi dans un quartier poussiéreux, élevée par une mère vendeuse de beignets et un père absent. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait obtenu, en se vendant. Pas une vente simple. Pas un deal classique. Mais un marché bien plus dangereux. Un marché où elle était le produit. Depuis l'âge de 21 ans, elle fréquentait les plus riches hommes de la péninsule arabique. Émirs, princes, héritiers, banquiers, politiciens, tous séduits par sa beauté magnétique. Mais ils ne venaient pas pour discuter. Ils payaient. Elle se taisait. Chaque nuit était un contrat. Chaque sourire était calculé. Chaque bijou qu'elle portait, était une dette qu'elle portait aussi. Elle en avait marre. De faire semblant. De coucher sans désir. De rire aux blagues qui la dégoûtaient. De recevoir des cadeaux empoisonnés. Elle voulait s'en sortir. Elle avait promis à Dieu que cette année serait la dernière. Et c'est précisément à ce moment-là que l'offre est tombée. Un appel. Un numéro inconnu, mais une voix familière. Chanel, les grands appels. Une proposition est sur la table. Du jamais vu. Elle se redressa, méfiante. Quel genre de proposition ? 10 hommes. 10 arabes. 10 puissants. Une nuit. 10 millions de dollars. Elle a éclaté de rire, croyant à une blague. Mais la voix n'a pas tremblé. Le contrat était déjà préparé. Les conditions claires. L'argent serait viré avant même la fin de la nuit. 10 hommes. Une suite privée à Abu Dhabi. Une seule nuit. Elle est restée figée. Tout tournait dans sa tête. 10 millions, c'était sa liberté. Avec ça, elle pouvait tout arrêter, les deals, les mensonges, les humiliations. Elle pouvait se retirer. Ouvrir un salon de luxe en Afrique. Aider sa mère. Disparaître. Mais 10 hommes. C'était autre chose. Pas une relation. Pas un client. Pas un échange. Un rite. Un événement. Presque une cérémonie obscure. Elle hésita. Toute la nuit. Mais au petit matin, en regardant sa silhouette dans le miroir, elle se dit. C'est la dernière fois. Après ça, c'est fini. Alors elle accepta. Le jet était prêt. À l'aéroport, un homme en veste grise l'attendait avec un dossier. Tout y était, le programme, les noms des invités, les règles. Elle devait signer un accord de confidentialité absolue. Aucune photo. Aucun mot. Aucun souvenir. Elle monta dans l'avion, maquillée comme une poupée de luxe. Silencieuse. Le regard vide. Elle avait vendu une dernière fois ce qu'il lui restait, sa dignité, son silence, son corps. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que parmi ces 10 hommes, un seul allait la détruire. La voiture l'attendait à la descente du jet. Un SUV noir aux vitres teintées, silencieux, avec 2 hommes vêtus comme des majordomes de palais. Ils ne parlaient pas. Ils la conduisirent à travers les grandes artères illuminées d'Abu Dhabi, vers un hôtel dont personne ne connaît vraiment l'existence. Ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. C'était au-delà. Un bâtiment secret, invisible sur Google Maps, où seuls les plus puissants du Golfe venaient faire, ce qu'ils ne faisaient pas ailleurs. Le hall d'entrée était vide,
baignée de lumière dorée. Un silence religieux. Pas de réception. Pas de touristes. Juste une femme en robe noire qui l'accueillit avec un sourire mécanique, presque irréel. Bienvenue, mademoiselle Chanel. Suivez-moi. Elle traversa des couloirs longs, recouverts de tapis moelleux, aux murs ornés de tableaux sans nom, représentant des scènes étranges, des femmes masquées, des hommes à genoux, des roses rouges imbibées d'encre noire. Enfin, la porte. En bois massif. Avec un symbole gravé qu'elle ne reconnut pas. La femme s'arrêta, tourna la poignée, et chuchota. Bonne chance. La pièce était gigantesque. Une suite de 500 mètres carrés. Au centre, un lit rond, recouvert de soie. Autour, des fauteuils dorés, des rideaux rouges, un éclairage tamisé, une odeur enivrante. Et là, assis en silence, les 10 hommes. Tous en blanc. Tous immobiles. Leurs visages, couverts de kéfieh, ne laissaient entrevoir que leurs yeux. Mais même à travers ces voiles, elle sentait quelque chose. Une force. Un pouvoir. Une violence cachée. L'un d'eux fit un geste. Elle s'approcha. Ils lui remirent un bracelet. Puis un collier. Des symboles étranges y étaient gravés. Elle ne posa pas de questions. Elle souriait. Mais dans son ventre, un froid. La nuit commença. Ce ne fut pas brutal. Pas au début. Ils prenaient leur temps. Ils lui parlaient. Ils la touchaient. Un à un. Comme un rituel. Elle s'était préparée à souffrir. À endurer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dernier l'observait depuis le début, sans bouger. Silencieux. Assis à l'écart. Un homme plus âgé, plus grand, plus froid. C'était lui, l'organisateur de la soirée. C'était lui, le piège. Quand son tour arriva, elle le sentit immédiatement. Il ne parlait pas. Il ne souriait pas. Il la regardait comme un médecin regarde un patient. Sans émotion. Sans chaleur. Et alors qu'elle croyait qu'il allait se protéger comme les autres, il l'attrapa avec une brutalité soudaine. Stop, mais il ne répondit pas. Il continua. Sans barrière. Sans limite. Chanel cria. Mais la pièce était insonorisée. Et les autres hommes avaient déjà quitté la suite. Quand il eut fini, il se leva, se rhabilla calmement, et prononça une seule phrase. Maintenant, tu as ma marque. Elle resta là, couchée, tremblante, nue, souillée. Pendant plusieurs minutes. Puis elle se releva lentement, regarda dans le miroir. Et ne reconnut pas la femme en face. Chanel n'est jamais rentrée chez elle en personne. C'est un cadavre vivant qui est revenu dans son luxueux appartement de Dubaï. La suite d'Abu Dhabi avait été quittée au petit matin, sans un mot, sans explication. Un chauffeur l'avait déposée en silence. Sur la banquette arrière du 4x4 noir, elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Mais tout son corps tremblait. Elle s'était lavée 6 fois en rentrant. Dans l'eau bouillante. Avec du savon, du citron, du vinaigre. Mais rien n'y faisait. Elle sentait encore ses mains. Elle sentait encore lui. Les jours suivants furent un cauchemar. Elle vomissait constamment. Des migraines atroces. Un épuisement inexpliqué. Son visage perdait sa lumière. Ses photos devenaient floues. Elle ne postait plus rien. Elle essayait de jouer à la fille forte. Mais son corps la trahissait. Et puis, ce liquide. Un matin, elle s'est réveillée avec une étrange sensation. Un filet humide entre ses jambes. Elle a cru à ses règles. Mais non. C'était autre chose. Transparent, abondant, sans fin. Elle paniqua. Appela une amie, une autre influenceuse, plus âgée, plus expérimentée, qui avait déjà travaillé avec les mêmes types. T'es allée dans la suite? Celle des 10? Silence. T'as couché avec le dernier? Le grand? Chanel trembla. Il t'a touché sans rien, hein? Elle éclata en larmes. Et l'ami lui dit une chose qu'elle n'oublierait jamais. Tu vas devoir aller à l'hôpital. Et surtout,
Pas n'importe lequel. Elle lui donna une adresse. Un centre discret. Tenu par un médecin africain qui connaissait les filles du circuit. Là-bas, on l'examina en silence. On ne posa pas de questions. Mais les regards des infirmiers suffisaient. Ils avaient vu ça plus d'une fois. Le médecin revint, grave. Tu as contracté une infection rare. Très rare. Transmise uniquement dans certains milieux. Et malheureusement, on ne connaît pas encore tout de cette maladie. Chanel ne comprenait pas. Il lui parla de virus mutés. De séquelles possibles. De traitements longs. Tu es chanceuse. C'est traitable. Mais ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas la première fois qu'un cas comme le tien arrive. Elle voulut savoir, combien d'autres? Combien de filles? Combien ont été utilisées comme elle? Le médecin baissa la tête. Et murmura. Beaucoup trop. Ce soir-là, Chanel resta seule dans sa chambre d'hôpital. Son visage était pâle. Son corps amaigri. Ses yeux, vides. Elle ouvrit son téléphone. Regarda ses anciens postes. Ses voyages. Ses sacs de luxe. Ses photos à côté d'hommes puissants. Et pour la première fois, elle sentit la honte. Chanel avait cru contrôler le jeu. Mais elle n'était qu'un pion. Elle repensa à toutes les jeunes filles qui la suivaient. À toutes les filles des ghettos africains qui rêvaient d'être elle. Elle ne savait rien. Elle ne voyait que la lumière. Pas le prix du feu. Et puis quelque chose se brisa en elle. Une idée. Une rage. Un besoin de justice. Elle ne voulait plus se taire. Plus jamais. 3 semaines. C'est le temps que Chanel passa à l'hôpital, entre examens, traitements, perfusions, et nuits d'insomnie. Son corps se réparait lentement. Mais son esprit, lui, ne guérit pas. Chaque nuit, elle revoyait cette scène. Les 10 hommes. Le collier. Le symbole sur la porte. Le regard du dernier, froid, dominateur, bestial. Et cette phrase qu'elle n'oublierait jamais. Maintenant, tu as ma marque. La marque. Elle la sentait encore dans son ventre. Comme une brûlure. Chanel ne mangeait presque plus. Elle avait perdu 7 kilos. Ses longs cheveux tombaient. Son teint caramel était devenu presque gris. Mais quelque chose d'autre grandissait en elle, une colère pure. Et un soir, sans prévenir, elle appela une amie journaliste. Une Congolaise qui travaillait pour un média francophone en Europe. Une femme courageuse, qui dénonçait les affaires de corruption, les abus des puissants. Chanel lui parla. Pas tout. Mais assez. Elle évoqua l'offre, le nombre d'hommes, l'infection, les autres filles dans le silence. Au bout du fil, la journaliste resta calme. Tu veux qu'on raconte ton histoire? Chanel hésita. Puis souffla. Je veux qu'on sache ce qu'ils nous font. Je veux que les gens sachent que ce luxe est un cercueil doré. Elles programmèrent un rendez-vous. Une interview sous anonymat. Voix modifiée. Visage flouté. Mais témoignage brut. Vrai. Authentique. Mais la veille du tournage, Chanel reçut un appel. Numéro inconnu. Voix masculine, calme, bien articulée. Mademoiselle Chanel. Nous avons appris que vous souhaitez vous exprimer. Elle ne répondit pas. Nous préférons vous rappeler que votre contrat incluait une clause de silence. Très stricte. Toute violation peut être interprétée comme une déclaration de guerre. Elle trembla. Mais il continua. Et comme nous sommes des hommes de paix, nous préférons vous offrir un autre chemin. Silence. Puis il énuméra. Un appartement de 3 millions à Dubaï. La résidence. La nationalité. Une carte noire illimitée. Et la promesse qu'on ne vous dérangera plus. En échange, vous restez discrète. Définitivement. Chanel resta figée. Si vous refusez, nous diffuserons les images. Les images. Elle ne savait pas qu'elle avait été filmée. Mais au fond d'elle, elle le sentait depuis le début. Tout était prévu.
Elle n'avait jamais été une cliente. Elle avait été une cible. Elle raccrocha. Et pleura comme une enfant. Pendant des heures. Toute la nuit. Le lendemain, elle annula l'interview. Elle resta dans son lit. Les rideaux tirés. Téléphone éteint. Et pendant 2 jours, elle ne parla à personne. Mais à l'aube du 3e jour, elle se leva. Elle se maquilla. Elle se regarda longuement dans le miroir. Puis elle alluma son téléphone. Et ouvrit Instagram. Elle rédigea un message, effaça, recommença. Puis enregistra une vidéo. Son visage était maigre, ses yeux cernés. Mais sa voix, calme. Droite. Déterminée. Je m'appelle Chanel. Je suis une influenceuse africaine. Et aujourd'hui, je veux vous dire ce qu'on ne vous dit jamais sur le luxe, sur Dubaï, sur ce que certaines vivent vraiment pour briller. Elle ne donna pas de nom. Pas d'image. Mais ses mots étaient clairs. Poignants. Elle publia. Puis attendit. La vidéo fut publiée un dimanche à 11h03. Chanel ne s'attendait à rien. Ou plutôt, elle ne savait plus à quoi s'attendre. Pendant 10 minutes, rien. Puis un premier like. Un deuxième. Un commentaire. Et puis, l'algorithme a parlé. En moins d'1 heure, la vidéo avait dépassé les 100 000 vues. Les partages s'enchaînaient. Les captures d'écran envahissaient Twitter, Facebook, TikTok. On reconnaissait sa voix, malgré le ton grave qu'elle avait pris. Le monde venait d'ouvrir les yeux. Cette influenceuse a vécu l'enfer pour 10 millions. Dubaï est un piège doré. Ce que ces hommes arabes font aux filles africaines est inhumain. Et surtout, les autres filles ont commencé à parler. Des dizaines de messages privés. De jeunes femmes du Nigeria, du Kenya, du Cameroun, de la RDC, du Sénégal. Elles racontaient toutes des versions presque identiques. Moi aussi, j'ai été dans cette suite. Moi aussi, j'ai reçu l'offre d'Eddie. Moi aussi, j'ai eu cette infection. Moi aussi, je me suis tue. Jusqu'à aujourd'hui. Le scandale éclata au-delà de tout ce que Chanel avait imaginé. Des médias internationaux prirent l'affaire. Des ONG se mirent à enquêter. Même certains influenceurs arabes dénoncèrent ce système immonde organisé par une élite intouchable. Et dans l'ombre, les puissants tremblaient. Les 10 hommes? Ils étaient liés à des familles royales, à des entreprises d'armement, à des gouvernements. Ils lancèrent une opération d'urgence pour faire taire la vague. 2 jours après la publication, Chanel reçut une convocation au poste de police de Dubaï. Un prétexte administratif. Mais elle comprit. Elle prit le premier vol pour Paris. À son arrivée, 2 agents de sécurité privée l'attendaient déjà à l'aéroport Charles de Gaulle. Ils lui montrèrent une lettre. Une plainte pour diffamation déposée aux Émirats. Mais le plus choquant arriva le lendemain. Un email anonyme. Sans signature. Sans adresse. Juste une pièce jointe. La vidéo. Leur vidéo. La nuit. Le lit. Les 10 hommes. Elle, nue, vulnérable, piégée. Elle trembla. Son sang se glaça. Dans le mail, une phrase. Supprime ton message. Ou ceci sera diffusé dans tout le continent africain. Chanel s'effondra. Elle appela la journaliste congolaise. Je ne peux pas. Je ne peux plus me battre. Mais la journaliste lui répondit avec une phrase simple. Ce que tu vis là, des milliers de filles l'ont vécu en silence. Mais toi, tu as mis une lumière dans le tunnel. Tu ne peux plus reculer. Et Chanel décida. Elle posta une deuxième vidéo, encore plus directe. Elle révéla les pressions. Les menaces. La vidéo envoyée. Et elle dit cette phrase qui devint virale. Même si vous montrez mon corps, vous ne tuerez pas mon âme. Cette phrase fut partagée dans toute l'Afrique. Sur les murs, sur les t-shirts, dans les chansons. Elle devint un symbole. Une semaine plus tard, la chaîne d'un célèbre émirati fut piratée. La vidéo fuitée fut diffusée, par erreur.
Mais cette fois, c'est l'homme qu'on vit en gros plan. Pas elle. Un prince. Un homme d'affaires. Proche d'un président africain. Le système venait de s'exposer lui-même. Et le choc mondial fut brutal. En Afrique, des manifestations éclatèrent. Des jeunes femmes brandissaient des pancartes. Nos corps ne sont pas vos ordures. Riche ou pauvre, une femme reste sacrée. Dubaï tenta de contrôler l'image. Certains responsables furent déplacés. Mais dans les coulisses, une guerre froide avait commencé. Chanel, elle, fut invitée à parler dans des universités, des documentaires, des conférences. Elle n'était plus seulement une influenceuse. Elle était devenue le visage d'un cri. Mais dans le fond de son regard, quelque chose restait brisé. Elle souriait parfois. Mais ne riait plus jamais comme avant. À la fin de cette histoire, elle déclara, dans une interview pour France 24. J'ai été utilisée. J'ai été salie. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et j'espère que mon enfer sauvera au moins une fille. Puis elle se leva, regarda la caméra. Et murmura. Mais ne vous y trompez pas. Ce monde-là existe toujours.